Pierre et Jean de Guy de Maupassant, enregistré par Nouhaïla. Chapitre 1. Zut! S'écria tout à coup le père Roland qui depuis un quart d'heure demeurait immobile, les yeux fixés sur l'eau, et soulevant par moments, d'un mouvement très léger, sa ligne descendue au fond de la mer. Madame Roland assoupie à l'arrière du bateau, à côté de Madame Rosémilie, invitée à cette partie de pêche, se réveilla et tournant la tête vers son mari. « Eh bien, Jérôme !» Le bonhomme furieux répondit. « Ça ne mord plus du tout. Depuis midi, je n'ai rien pris. On ne devrait jamais pêcher contre homme. Les femmes vous font embraquer toujours trop tard. » Ses deux fils Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bâbord, l'autre à tribord, chacun une ligne enroulée à l'index, se mirent à rire en même temps et Jean répondit. « Tu n'es pas galant pour notre invité, papa. » Monsieur Roland fut confus et s'excusa. « Je vous demande pardon, Madame Rosémilie, je suis comme ça. J'invite les dames parce que j'aime me trouver avec elles. Et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'aux poissons. » Madame Roland s'était tout à fait réveillée et regardait d'un air attendri le large horizon de falaises et de mer. Elle murmura. « Vous avez cependant fait une belle pêche. » Mais son mari remuait la tête pour dire non, tout en jetant un coup d'œil bienveillant sur le panier où le poisson capturé par les trois hommes palpitait, vaguement encore avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées, d'efforts impuissants et mous et de bâillements dans l'air mortel. Le père Roland saisit la main entre ses genoux, la pencha, fit couler jusqu'au bord le flot d'argent des bêtes pour voir celles du fond. Et leur palpitation d'agonie s'accentua, et l'odeur forte de leur corps, une saine puanteur de marée, monta du ventre plein de la corbeille. Le vieux pêcheur la huma vivement, comme au son des roses, et déclara. « Christi, ils sont frais, ceux-là. » Puis il continua. « Combien en as-tu pris, toi, docteur ?» Son fils aîné, Pierre, un homme de 30 ans, à favoris noirs coupés comme ceux des magistrats, moustache et menton rasés, répondit. « Oh, pas grand-chose, 3 ou 4. » Le père se tourna vers le cadet. « Et toi, Jean ?» Jean, un grand garçon blond très barbu, beaucoup plus jeune que son frère, sourit et murmura. « À peu près comme Pierre, 4 ou 5. » Il faisait chaque fois le même mensonge qui ravissait le père Roland. Il avait enroulé son fils au tolet d'un aviron et croisant ses bras, il annonça. « Je ne n'essayerai plus jamais de pêcher l'après-midi. Une fois 10 heures passées, c'est fini. Il ne mord plus. Le gredin, il fait la sieste au soleil. » Le bonhomme regardait la mer autour de lui avec un air satisfait de propriétaire. C'était un ancien bijoutier parisien qu'un amour immodéré de la navigation et de la pêche avait arraché au comptoir, dès qu'il y eut assez d'aisance pour vivre modestement de ses rentes. Il se retira donc au Havre, acheta une barque et devint matelot amateur. Ses deux fils, Pierre et Jean, restèrent à Paris pour continuer leurs études et vinrent en congé de temps en temps partager les plaisirs de leur père. À la sortie du collège, l'aîné, Pierre de 5 ans plus âgé que Jean, s'étant senti successivement de la vocation pour des professions variées. On avait essayé, l'une après l'autre, une demi-douzaine et vite dégoûté de chacune, se lançait aussitôt dans de nouvelles espérances. En dernier lieu, la médecine l'avait tenté et il s'était mis au travail avec tant d'ardeur qu'il venait d'être reçu docteur après d'assez courtes études et des dispenses de temps obtenues du ministre. Il était exalté, intelligent, changeant et tenace, plein d'utopie et d'idées philosophiques. Jean, aussi blanc que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son frère était rancunier, avait fait tranquillement son droit
et venait d'obtenir son diplôme de licencié, en même temps que Pierre obtenait celui de docteur. Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille, et tous les deux formaient le projet de s'établir au Havre, s'ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes. Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent presque invisibles entre frères ou entre sœurs jusqu'à la maturité et qui éclatent à l'occasion d'un mariage ou d'un bonheur tombant sur l'un, les tenait en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes, ils s'aimaient, mais ils s'épiaient. Pierre, âgé de 5 ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité de petite bête gâter cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son père et de sa mère, et tant aimé, tant caressé par eux. Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal. Et Pierre s'était énervé peu à peu à entendre vanter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l'aveuglement. Ses parents, Jean Placide, qui rêvaient pour leur fils des situations honorables et médiocres, lui reprochaient ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées, tous ses élans impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives. Depuis qu'il était homme, on ne lui disait plus « Regarde Jean et imite-le ». Mais chaque fois qu'il entendait répéter « Jean a fait ceci, Jean a fait cela », il comprenait bien le sens et l'allusion cachée sous ces paroles. Leur mère, une femme d'ordre, une économe bourgeoise un peu sentimentale, douée d'une âme tendre de caissière, apaisait sans cesse les petites rivalités nées chaque jour entre ses deux grands-fils, de tous les menus faits de la vie commune. Un léger événement, d'ailleurs, troublait en ce moment sa quiétude, et elle craignait une complication, car elle avait fait la connaissance pendant l'hiver, pendant que ses enfants achevaient l'un et l'autre leurs études spéciales, d'une voisine, Madame Rosémilie, veuve d'un capitaine au long cours, mort à la mer 2 ans auparavant. La jeune veuve, toute jeune, 23 ans, une maîtresse femme qui connaissait l'existence d'instinct, comme un animal libre, comme si elle l'eût vu, subi, compris et pesé tous les événements possibles, qu'elle jugeait avec un esprit sain, étroit et bienveillant, avait pris l'habitude de venir faire un bout de tapisserie et de Cosette, le soir, chez ses voisins aimables qui lui offraient une tasse de thé. Le père Roland, que sa manie de pose marine aiguillonnait sans cesse, interrogeait leur nouvel ami sur le défunt capitaine, et elle parlait de lui, de ses voyages, de ses anciens récits, sans embarras, en femme raisonnable et résignée qui aime la vie et respecte la mort. Les 2 fils, à leur retour, trouvant cette jolie veuve installée dans la maison, avaient aussitôt commencé à la courtiser, moins par désir de lui plaire que par envie de se supplanter. Leur mère, prudente et pratique, espérait vivement qu'un des deux triompherait, car la jeune femme était riche, mais elle aurait aussi bien voulu que l'autre n'en eût point de chagrin. Madame Rosémilie était blonde avec des yeux bleus, une couronne de cheveux feuillés envolée à la moindre brise et un petit air crâne. Hardi batailleur qui ne concordait point du tout avec la sage méthode de son esprit. Déjà elle semblait préférer Jean, porté vers lui par une similitude de nature. Cette préférence d'ailleurs ne se montrait que par une presque insensible différence dans la voix et le regard, et en ceci encore qu'elle prenait quelquefois son avis. Elle semblait deviner que l'opinion de Jean fortifierait la sienne propre, tandis que l'opinion de Pierre devait fatalement être différente. Quand elle parlait des idées du docteur, de ses idées politiques, artistiques, philosophiques, morales, il disait par moments « Vaubyll-Vezet ». Alors, il la regardait d'un regard froid de magistrat qui instruit le procès des femmes, de toutes les femmes, ces pauvres êtres. Jamais, avant le retour de ses fils, le père Roland ne l'avait invité à ses parties de pêche où il ne menait jamais non plus sa femme,
car il aimait s'embarquer avant le jour avec le capitaine Beausire. Un long courrier, retraité, rencontré aux heures de marée sur le port, est devenu intime ami. Et le vieux matelot Papa Gris, surnommé Jean Bart, chargé de la garde du bateau. Or, un soir de la semaine précédente, comme Madame Rosémilie, qui avait dîné chez lui, disait « Ça doit être très amusant, la pêche !» L'ancien bijoutier, flatté dans sa passion et saisi de l'envie de la communiquer, de faire des croyants à la façon des prêtres, s'écria « Voulez-vous y venir ?»« Mais oui. Mardi prochain ?»« Oui, mardi prochain. Êtes-vous femme à partir à 5 heures du matin ?» Elle poussa un cri de stupeur. « Ah, mais non, par exemple. » Il fut désappointé, refroidi, et il douta tout à coup de cette vocation. Il demanda cependant « À quelle heure pourriez-vous partir ?»« Mais à 9 heures. »« Pas avant ?»« Non, pas avant, c'est déjà très tôt. » Le bonhomme hésitait. Assurément, on ne prendrait rien, car si le soleil chauffe, le poisson ne mord plus. Mais les deux frères s'étaient empressés d'arranger la partie, de tout organiser et de tout régler, séance tenante. Donc, le mardi suivant, la perle avait été jetée l'ancre sous les rochers blancs du quai de la Hève, et on avait pêché jusqu'à midi, puis sommeillé, puis repêché, sans rien prendre, et le père Roland, comprenant un peu tard que Madame Rosémilie n'aimait et n'appréciait en vérité que la promenade en mer. Et voyant que Céline ne tressaillait plus, avait jeté dans un mouvement d'impatience irraisonnée un zut énergique qui s'adressait autant à la veuve indifférente qu'aux bêtes insaisissables. Maintenant, il regardait le poisson capturé, son poisson, avec une joie vibrante d'avare. Puis il leva les yeux vers le ciel, remarqua que le soleil baissait. « Eh bien, les enfants, dit-il, si nous revenions un peu. » Tous deux tirèrent leurs fils, les roulèrent, accrochèrent dans les bouchons de liège, les hameçons nettoyés et attendirent. Roland s'était levé pour interroger l'horizon à la façon d'un capitaine. « Plus de vent, dit-il. On va ramer, les gares. » Et soudain, le bras allongé vers le nord, il ajouta « Tiens, tiens, le bateau de Southampton. » Sur la mer plate, tendue comme une étoffe bleue, immense, luisante, aux reflets d'or et de feu, s'élevait là-bas. Dans la direction indiquée, un nuage noirâtre sur le ciel rose, et on apercevait au-dessous le Nèbre qui semblait tout petit de si loin. Vers le sud, on voyait encore d'autres fumées, nombreuses, venant toutes vers la jetée du Havre, dont on distinguait à peine la ligne blanche et le phare droit comme une corne sur le bout. Roland demanda « N'est-ce pas aujourd'hui que doit entrer la Normandie ?» Jean répondit « Oui, papa. »« Donne-moi ma longue vue, je crois que c'est elle, là-bas. » Le père déploya le tube de cuivre, l'ajusta contre son œil, chercha le point et soudain, ravi d'avoir vu. « Oui, oui, c'est elle. Je reconnais ces deux cheminées. Voulez-vous regarder, Madame Rosémilie ?» Elle prit l'objet qu'elle dirigea vers le transatlantique lointain, sans parvenir sans doute à le mettre en face de lui, car elle ne distinguait rien, rien que du bleu, avec un cercle de couleurs, un arc-en-ciel, tout rond, et puis des choses bizarres, des espèces d'éclipses, qui lui faisaient tourner le cœur. Elle dit en rendant la longue vue. « D'ailleurs, je n'ai jamais su me servir de cet instrument-là. Ça mettait même en colère mon mari qui restait des heures à la fenêtre à regarder passer les navires. » Le père Roland, vexé, reprit. « Cela doit tenir à un défaut de votre œil, car ma lunette est excellente. » Puis, il offrit à sa femme. « Veux-tu voir ?»« Non, merci, je sais d'avance que je ne pourrai pas. » Madame Roland, une femme de 48 ans et qui ne le portait pas, semblait jouir, plus que tout le monde, de cette promenade et de cette fin de jour.
Ses cheveux châtains commençaient seulement à blanchir. Elle avait un air calme et raisonnable, un air heureux et bon qui plaisait à voir. Selon le mot de son fils Pierre, elle savait le prix de l'argent, ce qui ne l'empêchait point de goûter le charme du rêve. Elle aimait les lectures, les romans et les poésies, non pour leur valeur d'art, mais pour la songerie mélancolique et tendre qu'il éveillait en elle. Un vers, souvent banal, souvent mauvais, faisait vibrer la petite corde, comme elle disait, lui donnait la sensation d'un désir mystérieux presque réalisé, et elle se complaisait à ces émotions légères qui troublaient un peu son âme bien tenue comme un livre de contes. Elle prenait depuis son arrivée au Havre un embonpoint assez visible qui alourdissait sa taille autrefois très souple et très mince. Cette sortie en mer l'avait ravie. Son mari, sans être méchant, la rudoyait comme rudoie son colère et son zen. Les dépôts en boutique pour qui commander équivaut à jurer. Devant tout étranger, il se tenait, mais dans sa famille, il s'abandonnait et se donnait des airs terribles. Bien qu'il eût peur de tout le monde. Elle, par horreur du bruit, des scènes, des explications inutiles, cédait toujours et ne demandait jamais rien. Aussi n'osait-elle plus, depuis bien longtemps, prier Roland de la promener en mer. Elle avait donc saisi avec joie cette occasion et elle savourait ce plaisir rare et nouveau. Depuis le départ, elle s'abandonnait tout entière, tout son esprit et toute sa chair, à ce doux glissement sur l'eau. Elle ne pensait point, elle ne vagabondait ni dans les souvenirs, ni dans les espérances. Il lui semblait que son cœur flottait comme son corps sur quelque chose de moelleux, de fluide, de délicieux, qui la berçait et l'engourdissait. Quand le père commanda le retour, allons place pour la nage. Il sourit en voyant ses fils, ses deux grands-fils, ôter leurs jaquettes et révéler sur leurs bras nus les manches de leurs chemises. Pierre, le plus rapproché des deux femmes, prit l'aviron de tribord, Jean l'aviron de bâbord, et ils attendirent que le patron cria. Avant partout, car il tenait à ce que les manœuvres fussent exécutées régulièrement. Ensemble, d'un même effort, ils laissèrent tomber les rames, puis se couchèrent en arrière en tirant de toute leur force, et une lutte commença pour montrer leur vigueur. Ils étaient venus à la voile tout doucement, mais la brise était tombée et l'orgueil de mâle des deux frères s'éveilla tout à coup à la perspective de se mesurer l'un contre l'autre. Quand il allait pêcher seul avec le père, il ramait, ainsi sans que personne gouvernât, car Roland préparait les lignes tout en surveillant la marche de l'embarcation, qu'il dirigeait d'un geste ou d'un mot. Jean Molly, à toi Pierre Souque. Ou bien il disait, allons le un, allons le deux, un peu d'huile de bras. Celui qui revassait tirait plus fort, celui qui s'emballait devenait moins ardent, et le bateau se redressait. Aujourd'hui, ils allaient montrer leurs biceps. Les bras de Pierre étaient velus, un peu maigres, mais nerveux. Ceux de Jean, gras et blonds, un peu roses, avec une bosse de muscles qui roulait sous la peau. Pierre eut d'abord l'avantage, les dents serrées, le front plissé, les jambes tendues, les mains crispées sur l'aviron qu'il faisait plier dans toute sa longueur à chacun de ses efforts. Et la perle s'en venait vers la côte, le père Roland assis à l'avant afin de laisser tout le banc d'arrière aux deux femmes, s'époumonaient à commander. Doucement, le un souque le deux. Le un redoublait leur âge et le deux ne pouvait répondre à cette nage désordonnée. Le patron enfin ordonna « Stop !» Les deux rames se levèrent ensemble et Jean, sur l'ordre de son père,
tira seul quelques instants. Mais, à partir de ce moment, l'avantage lui resta. Il s'animait, s'échauffait, tandis que Pierre, essoufflé, épuisé par sa crise de vigueur, faiblissait et haletait. 4 fois de suite, le père Roland fit stopper pour permettre à l'aîné de reprendre haleine et de redresser la barque dérivant. Le docteur alors, le front en sueur, les joues pâles, humilié et rageur, balbutiait. Je ne sais pas ce qui me prend. J'ai un spasme au cœur. J'étais très bien parti, et cela m'a coupé les bras. Jean demandait: veux-tu que je tire seul avec les avirons de couple? Non, merci, cela passera. La mère ennuyée disait: voyons, Pierre, à quoi cela rime-t-il de se mettre dans un état pareil? Tu n'es pourtant pas un enfant. Il haussait les épaules et recommençait à ramer. Madame Rosémilie semblait ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas entendre. Sa petite tête blonde, à chaque mouvement du bateau, faisait en arrière un mouvement brusque et joli qui soulevait sur les tempes ses fins cheveux. Mais le père Roland cria: tenez, voici le prince d'Albert qui nous rattrape. Et tout le monde regarda. Lent, bas avec ses 2 cheminées inclinées en arrière et ses 2 tambours jaunes, ronds comme des joues. Le bateau de Southampton arrivait à toute vapeur, chargé de passagers et d'ombrelles ouvertes, ses roues rapides, bruyantes, battant l'eau qui retombait en écume, lui donnaient un air de hâte, un air de courrier pressé, et l'avant-tout droit couper la mer en soulevant de lames mince et transparente qui plissait le long des bords. Quand il fut tout près de la perle, le père Roland leva son chapeau, les 2 femmes agitèrent leurs mouchoirs, et une demi-douzaine d'ombrelles répondirent à ses saluts en se balançant vivement sur le paquebot qui s'éloigna, laissant derrière lui, sur la surface paisible et luisante de la mer, quelques lentes ondulations. Et on voyait d'autres navires, coiffés aussi de fumée, accourant de tous les points de l'horizon vers la jetée courte et blanche qui les avalait comme une bouche, l'un après l'autre. Et les barques de pêche et les grands voiliers, en mâture légère glissant sur le ciel, traînés par d'imperceptibles remorqueurs, arrivaient tout, vite ou lentement, vers cet ogre dévorant, qui de temps en temps semblait repu, et rejetait vers la pleine mer une autre flotte de paquebots, de briques, de goélettes, de 3 mâts chargés de ramures emmelées. Les steamers hâtifs s'enfuyaient à droite, à gauche sur le ventre plat de l'océan, tandis que les bâtiments à voile abandonnés par les mouches qui les avaient halés demeuraient immobiles, tout en s'habillant de la grande dune au petit perroquet, de toile blanche ou de toile brune qui semblait rouge au soleil couchant. Madame Roland, les yeux mi-clos, murmura: Dieu, que c'est beau, cette mer! Madame Rosémilie répondit avec un soupir prolongé qui n'avait cependant rien de triste: oui, mais elle fait bien du mal quelquefois. Roland s'écria: tenez, voici la Normandie qui se présente à l'entrée. Est-elle grande, hein? Puis il expliqua la côte en face, là-bas, de l'autre côté de l'embouchure de la Seine. 20 kilomètres, cette embouchure, disait-il. Il montra Vierville, Trouville, Houlgate, Luc, Arromanches, la rivière de Caillan et les roches du Calvados qui rendent la navigation dangereuse jusqu'à Cherbourg. Puis il traita la question des bancs de sable de la Seine qui se déplacent à chaque marée et mettant en défaut les pilotes de Quillebeuf eux-mêmes, s'ils ne font pas tous les jours le parcours du chenal. Il fit remarquer comment le Havre
séparait la base de la Haute-Normandie. En basse Normandie, la côte plate descendait en pâturage, en prairies et en champs jusqu'à la mer. Le rivage de la Haute-Normandie, au contraire, était droit, une grande falaise découpée dentelée, superbe, faisant jusqu'à Dunkerque une immense muraille blanche dont toutes les échancrures cachaient un village ou un port. Étretat, Fécamp, Saint-Valery, Le Tréport, Dieppe, etc. Les deux femmes ne l'écoutaient point, engourdies par le bien-être, émues par la vue de cet océan couvert de navires qui couraient comme des bêtes autour de leur tanière. Et elles se taisaient, un peu écrasées par ce vaste horizon d'air et d'eau, rendues silencieuses par ce coucher de soleil apaisé et magnifique. Seul Roland parlait sans fin. Il était de ceux que rien ne trouble. Les femmes plus nerveuses sentent parfois, sans comprendre pourquoi, que le bruit d'une voix inutile est irritant comme une grossièreté. Pierre et Jean, calmés, ramaient avec lenteur, et la perle s'en allait vers le port, toute petite à côté des gros navires. Quand elle toucha le quai, le matelot Papagris, qui l'attendait, prit la main des dames pour les faire descendre, et on pénétra dans la vie. Une foule nombreuse, tranquille, la foule qui va chaque jour rejeter à l'heure de la peine mère rentrait aussi. Madame Roland et Rosémilie marchaient devant, suivies de 3 hommes. En montant la rue de Paris, elles s'arrêtaient parfois devant un magasin de mode ou d'orfèvrerie pour contempler un château ou bien un bijou, puis elles repartaient après avoir échangé leurs idées. Devant la place de la Bourse, Roland contempla, comme il le faisait chaque jour, le bassin du commerce plein de navires, prolongé par d'autres bassins où les grosses coques, ventre à ventre, se touchaient sur 4 ou 5 rangs, tous les mâts innombrables, sur une étendue de plusieurs kilomètres de quai, tous les mâts avec les vergues, les flèches, les cordages donnaient à cette ouverture au milieu de la vie l'aspect d'un grand bois mort. Au-dessus de cette forêt sans feuilles, les goélands tournoyaient et puant pour s'abattre comme une pierre qui tombe. Tous les débris jetés à l'eau et un mousse qui rattachait une poulie à l'extrémité d'un cacatois semblait monter là pour chercher les nids. Voulez-vous dîner avec nous sans cérémonie aucune, afin de finir ensemble la journée? Demanda Madame Roland à Madame Rosémilie. Mais oui, avec plaisir. J'accepte aussi sans cérémonie. Ce serait triste de rentrer toute seule ce soir. Pierre, qui avait entendu que l'indifférence de la jeune femme commençait à froisser, murmura. Bon, voici la veuve qui s'incruste. Maintenant. Depuis quelques jours, il l'appelait la veuve. Ce mot sans rien exprimer agaçait Jean rien que par l'intonation qui lui paraissait méchante et blessante. Et les 3 hommes ne prononcèrent plus un mot jusqu'au seuil de leur logis. C'était une maison étroite, composée d'un rez-de-chaussée et de 2 petits étages, rue Belle-Normande. La bonne Joséphine, une fillette de 19 ans, servante campagnarde à un bon marché, qui possédait un l'excellent étonné et bestial des paysans, vint ouvrir, referma la porte, monta derrière ses maîtres jusqu'au salon qui était au premier, puis elle dit « Il est venu un monsieur 3 fois. » Le père Roland, qui ne lui parlait pas, sans hurler et sans sacrer, cria « Qui ça est venu, nom d'un chien ?» Elle ne se troublait jamais des éclats de voix de son maître et elle reprit « Un monsieur chez le notaire. »« Quel notaire ?»« Chez monsieur Canu, donc. »« Et qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur ?»« Que monsieur Canu y viendrait en personne dans la soirée. » Monsieur le Canu était le notaire et un peu l'ami du père Roland, dont il faisait les affaires. Pour qu'il eût annoncé sa visite dans la soirée, il fallait
qu'il s'agit d'une chose urgente et importante, et les 4 Roland se regardèrent, troublés par cette nouvelle, comme le sont les gens de fortune, modestes à toute intervention d'un notaire, qui éveille une foule d'idées, de contrats, d'héritages, de procès, de choses désirables ou redoutables. Le père, après quelques secondes de silence, murmura: « Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?» Madame Rosémilie se mit à rire. « Allez, c'est un héritage, j'en suis sûre, je porte bonheur. » Mais ils n'espéraient la mort de personne qui pût leur laisser quelque chose. Madame Roland, douée d'une excellente mémoire pour les parentés, se mit aussitôt à rechercher toutes les alliances du côté de son mari et du sien, à remonter les filiations, à suivre les branches des cousinages. Elle demandait, sans avoir même ôté son chapeau: « Dis donc, père !» Elle appelait son mari père, dans la maison et quelquefois Monsieur Roland, devant les étrangers. « Dis donc, père, te rappelles-tu qui a épousé Joseph, les Bru en secondes noces ?»« Oui, une petite Duménie, la fille d'un papessier. »« En as-tu eu des enfants ?»« Je crois bien, 4 ou 5, au moins. »« Non, alors il n'y a rien par là. » Déjà, elle s'animait à cette recherche, elle s'attachait à cette espérance d'un peu d'essence, leur tombant du ciel. Mais Pierre, qui aimait beaucoup sa mère, qui la savait un peu rêveuse, et qui craignait une désillusion, un petit chagrin, une petite tristesse, si la nouvelle, au lieu d'être bonne, était mauvaise, l'arrêta. « Ne t'emballe pas, maman, il n'y a plus d'oncle d'Amérique. Moi, je croirais bien plutôt qu'il s'agit d'un mariage pour Jean. » Tout le monde fut surpris à cette idée, et Jean demeura un peu froissé que son frère eût parlé de cela devant Madame Rosémilie. « Pourquoi ? Pour moi plutôt que pour toi. La supposition est très contestable. Tu es l'aîné, c'est donc à toi qu'on aurait songé d'abord. Et puis, moi, je ne veux pas me marier. » Pierre ricana. « Tu es donc amoureux ?» L'autre, mécontent, répondit: « Est-il nécessaire d'être amoureux pour dire qu'on ne veut pas encore se marier ? » ?»« Ah bon, le encore, corrige tout, tu y attends. »« Admets que j'attends, si tu veux. » Mais le père Roland, qui avait écouté et réfléchi, trouva tout à coup la solution la plus vraisemblable. « Parbleu, nous sommes bien bêtes de nous creuser la tête. Monsieur Le Canut est notre ami. Il sait que Pierre cherche un cabinet de médecine et Jean un cabinet d'avocat. Il a trouvé à casser l'un de vous deux. » C'était tellement simple et probable que tout le monde en fut d'accord. « C'est servi, » dit la bonne, et chacun gagna sa chambre afin de se laver les mains avant de se mettre à table. 10 minutes plus tard, ils dînaient dans la petite salle à manger au rez-de-chaussée. On ne parla guère tout d'abord, mais au bout de quelques instants, Roland s'étonna de nouveau de cette visite du notaire. En somme, pourquoi n'a-t-il pas écrit? Pourquoi a-t-il envoyé 3 fois sans clair? Pourquoi vient-il lui-même? Pierre trouvait cela naturel. Il faut sans doute une réponse immédiate, et il a peut-être à nous communiquer des clauses confidentielles qu'on n'aime pas beaucoup écrire. Mais il demeurait préoccupé et un peu ennuyé, tous les 4, d'avoir invité cette étrangère qui gênerait leur discussion et les résolutions à prendre. Il venait de remonter au salon quand le notaire fut annoncé. Roland s'élança. « Bonjour, cher maître. » Il donnait comme titre à Monsieur Le Canut, le maître, qui précède le nom de tous les notaires. Madame Rosémilie se leva. « Je m'en vais, je suis très fatiguée. » On tenta faiblement de la retenir, mais elle n'y consentit point, et elle s'en alla sans qu'un des 3 hommes la reconduisît, comme on le faisait toujours. Madame Roland s'empressa près du nouveau venu.
Une tasse de café, monsieur? Non, merci, je sors de table. Une tasse de thé, alors? Je ne dis pas non, mais un peu plus tard. Nous allons d'abord parler affaires. Dans le profond silence qui suivit ces mots, on n'entendit plus que le mouvement rythmé de la pendule. Et à l'étage au-dessous, le bruit des casseroles lavées par la bande trop bête même pour écouter aux portes. Le notaire reprit. Avez-vous connu à Paris un certain monsieur Maréchal, Léon Maréchal? Monsieur et madame Roland poussèrent la même exclamation. Je crois bien. C'était un de vos amis? Roland déclara. Le meilleur, monsieur. Mais un Parisien enragé. Il ne quitte pas le boulevard. Il est chef de bureau aux finances. Je ne l'ai plus revu depuis mon départ de la capitale. Et puis, nous avons cessé de nous écrire. Vous savez quand on vit loin l'un de l'autre. Le notaire reprit gravement. Monsieur Maréchal est décédé. L'homme et la femme eurent ensemble ce petit mouvement de surprise triste. Fin ou vrai, mais toujours prompt, dont on accueille ces nouvelles. Monsieur Le Canut continua. Mon confrère de Paris vient de me communiquer la principale disposition de son testament par laquelle il institue votre fils, Jean. Monsieur Jean Roland, son légataire universel. L'étonnement fut si grand qu'on ne trouvait pas un mot à dire. Madame Roland, la première, dominant son émotion, balbutia. Mon Dieu, ce pauvre Léon, notre pauvre ami, mon Dieu, mort. Des larmes apparurent dans ses yeux, ces larmes silencieuses des femmes, gouttes de chagrin, venues de l'âme qui coule sur les joues et semblent si douloureuses, étant si claires. Mais Roland songeait moins à la tristesse de cette perte qu'à l'espérance annoncée. Il n'osait cependant interroger tout de suite sur les clauses de ce testament et sur le chiffre de la fortune, et il demanda pour arriver à la question intéressante. De quoi est-il mort, ce pauvre maréchal? Monsieur Le Canut l'ignorait parfaitement. Je sais seulement, disait-il, que décédée son héritière directe. Il laisse toute sa fortune, une 20 000 francs de rente en obligation 3%, à votre second fils, qu'il a vu naître, grandir et qu'il juge digne de ce legs. À défaut d'acceptation de la part de monsieur Jean, l'héritage irait aux enfants abandonnés. Le père Roland déjà ne pouvait plus dissimuler sa joie et il s'écria. Sacristi, voilà une bonne pensée du cœur. Moi, si je n'avais pas eu de descendants, je ne l'aurais certainement point oublié non plus. Ce brave ami. Le notaire souriait. J'ai été bien aise, dit-il, de vous annoncer moi-même la chose. Ça fait toujours plaisir d'apporter aux gens une bonne nouvelle. Il n'avait point du tout songé que cette bonne nouvelle était la mort d'un ami, du meilleur ami, du père Roland, qui venait lui-même d'oublier subitement cette intimité, annoncée tout à l'heure avec conviction. Seule, Madame Roland et ses fils gardaient une physionomie triste. Elle pleurait toujours un peu, essuyant ses yeux avec un mouchoir, qu'elle appuyait ensuite sur sa bouche pour comprimer de gros soupirs. Le docteur murmura. C'était un brave homme, bien affectueux. Il nous invitait souvent à dîner, mon frère et moi. Jean, les yeux grands ouverts et brillants, prenait d'un geste familier sa belle barbe blonde dans sa main droite et l'y faisait glisser, jusqu'au dernier poil, comme pour l'allonger et l'amincir. Il remua 2 fois les lèvres pour prononcer aussi une phrase convenable, et après avoir longtemps cherché, il ne trouva que ceci. Il m'aimait bien, en effet, il m'embrassait toujours quand j'allais le voir. Mais la pensée du père galopait. Elle galopait autour de cet héritage annoncé, acquis déjà,
de cet argent caché derrière la porte et qui allait entrer tout à l'heure, demain, sur un mot d'acceptation. Il demanda: « Il n'y a pas de difficulté possible? Pas de procès? Pas de contestation ?» Monsieur Lecanu semblait tranquille. « Non, mon confrère de Paris me signale la situation comme très nette. Il ne nous faut que l'acceptation de Monsieur Jean. » « Parfait. Alors, et la fortune est bien claire? » « Très claire. » « Toutes les formalités ont été remplies? » « Toutes. » Soudain, l'ancien bijoutier eut un peu honte, une honte vague, instinctive et passagère de sa hâte à se renseigner, et il reprit. « Vous comprenez bien que si je vous demande immédiatement toutes ces choses, c'est pour éviter à mon fils des désagréments qu'il pourrait ne pas prévoir. Quelquefois, il y a des dettes, une situation embarrassée. Est-ce que je sais moi? Et on se fourre dans un rancier inextricable. En somme, je n'ai pas moi qui hérite, mais je pense aux petits avant tout. » Dans la famille, on appelait toujours Jean le petit, bien qu'il fût beaucoup plus grand que Pierre. Madame Roland tout à coup parut sortir d'un rêve, se rappeler une chose lointaine, presque oubliée, qu'elle avait entendue autrefois, dont elle n'était pas sûre d'ailleurs, et elle balbutia. « Ne disiez-vous point que notre pauvre maréchal avait laissé sa fortune à mon petit Jean? » ?»« Oui, madame. » Elle reprit alors simplement. « Cela me fait grand plaisir, car cela prouve qu'il nous aimait. » Roland s'était levé. « Voulez-vous, cher maître, que mon fils signe tout de suite l'acceptation? »« Non, non, monsieur Roland, demain, à mon étude, à 2 heures, si cela vous convient. »« Mais oui, je crois bien. » Alors madame Roland, qui s'était levée aussi et qui souriait après les larmes, fit 2 pas vers le notaire, posa sa main sur le dos de son fauteuil et le couvrant d'un regard attendri, de mère reconnaissante, elle demanda: « Et cette tasse de thé, monsieur Lecanu? »« Maintenant je veux bien, madame, avec plaisir. » La bonne appelée apporta d'abord des gâteaux secs en de profondes boîtes de fer blanc, ces fades et cassantes pâtisseries anglaises qui semblent cuites pour des becs de perroquet et soudées en de caisses de métal pour des voyages autour du monde. Elle alla chercher ensuite des serviettes grises, pliées en petits carrés, ces serviettes à thé qu'on ne lave jamais dans les familles besogneuses. Elle revint une 3e fois avec le sucrier et les tasses. Puis, elle ressortit pour faire chauffer l'eau. Alors, on attendit. Personne ne pouvait parler, on avait trop à penser et rien à dire. Seule madame Roland cherchait des phrases banales. Elle raconta la partie de pêche, fit l'éloge de la perle et de madame Rosémilie. « Charmante, charmante !» répétait le notaire. Roland, les reins appuyés au marbre de la cheminée, comme en hiver, quand le feu brille, les mains dans ses poches et les lèvres remuantes comme pour siffler, ne pouvait plus tenir en place, torturé du désir impérieux de laisser sortir toute sa joie. Les 2 frères ont 2 fauteuils pareils, les jambes croisées de la même façon à droite et à gauche du guéridon central. Regardés fixement devant eux, ont des attitudes semblables, plein d'expressions différentes. Le thé parut enfin, le notaire prit, sucra et but sa tasse, après avoir émissé dedans une petite galette trop dure pour être croquée. Puis il se leva, serra les mains et sortit. « C'est entendu, » répétait Roland, « demain chez vous à 2 heures. »« C'est entendu, demain 2 heures. » Jean n'avait pas dit un mot. Après ce départ, il y eut encore un silence, puis le père Roland vint taper de ses 2 mains ouvertes sur les 2 épaules de son jeune fils en criant: « Eh bien, sacré Vénard, tu ne m'embrasses pas? » Alors Jean eut un sourire et il embrassa son père en disant: «
cela ne m'apparaissait pas comme indispensable. Mais le bonhomme ne se possédait plus d'allégresse. Il marchait, jouait du piano sur le meuble avec ses ongles maladroits, pivotait sur ses talons et répétait « Quelle chance! Quelle chance! En voilà une de chance !» Pierre demanda « Vous le connaissiez donc beaucoup, autrefois, ce maréchal ?» Le père répondit « Parbleu, il passait toutes ses soirées à la maison, mais tu te rappelles bien qu'il allait te prendre au collège les jours de sortie et qu'il t'y reconduisait souvent après dîner. Tiens, justement le matin de la naissance de Jean, c'est lui qui est allé chercher le médecin. Il avait déjeuné chez nous quand ta mère s'est trouvée souffrante. » Nous avons compris tout de suite de quoi il s'agissait, et il est parti en courant. Dans sa hâte, il a pris mon chapeau au lieu du sien. Je me rappelle cela parce que nous en avons beaucoup ri. Plus tard, il est même probable qu'il est souvenu de ce détail au moment de mourir, et comme il n'avait aucun héritier, il s'est dit « Tiens, j'ai contribué à la naissance de ce petit-là, je vais lui laisser ma fortune. » Madame Roland, enfoncée dans une bergère, semblait partie en ses souvenirs. Elle murmura, comme si elle pensait tout haut. « Ah, c'était un brave ami, bien dévoué, bien fidèle, un homme rare, par le temps qui court. » Jean s'était levé. « Je vais faire un bout de promenade, » dit-il. Son père s'étonna, voulut le retenir, car ils avaient à causer, à faire des projets, à arrêter des résolutions. Mais le jeune homme s'obstina, prétextant un rendez-vous. On aurait d'ailleurs tout le temps de s'entendre bien avant d'être en possession de l'héritage. Et il s'en alla, car il désirait être seul, pour réfléchir. Pierre à son tour déclara qu'il sortait et suivit son frère, après quelques minutes. Dès qu'il fut en tête-à-tête avec sa femme, le père Roland la saisit dans ses bras, l'embrassa 10 fois sur chaque joue. Et pour répondre à un reproche qu'elle lui avait souvent adressé. « Tu vois, ma chérie, que cela ne m'aurait servi à rien de rester à Paris plus longtemps, de m'équinter pour les enfants, au lieu de venir ici refaire ma santé, puisque la fortune nous tombe du ciel. » Elle était devenue toute sérieuse. « Elle tombe du ciel pour Jean, dit-elle, mais Pierre. » « Pierre, mais il est docteur. Il en gagnera de l'argent. Et puis, son frère fera bien quelque chose pour lui. Non, il n'accepterait pas. Et puis, cet héritage est à Jean. Rien qu'à Jean. Pierre se trouve ainsi très désavantagé. » Le bonhomme semblait perplexe. « Alors, nous lui laisserons un peu plus par testament, nous. »« Non, ce n'est pas très juste, non plus. » Il s'écria. « Ah, bien alors. Zut, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Tu vas toujours chercher un tas d'idées désagréables. Il faut que tu gâtes tous mes plaisirs. Tiens, je vais me coucher. Bonsoir. » C'est égal, en voilà une veine, une rude veine. Et il s'en alla, enchanté, malgré tout, et sans un mot de regret pour l'ami mort si généreusement. Madame Roland se remit à songer devant la lampe qui charbonnait.